Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Cette semaine, nous ouvrons le débat sur la grogne et les doutes du monde rural. Alors pour en parler, nous avons invité sur ce plateau trois élus spécialistes des territoires ruraux. Gérard Epoulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire communiste de Germont-Rouvre dans les Deux-Sèvres, village environ 1150 habitants, c'est cela hein? Disons 1200 avec les 1200 habitants. Vous êtes le seul maire communiste des Deux-Sèvres. Nicolas Turquois, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de la 4e circonscription de la Vienne. Et je rappelle que dans le civil, vous êtes agriculteur. Et je tiens à préciser que vous remplacez au pied levé votre collègue charentaise Sandra Marceau pour raison familiale, absente pour raison familiale. Également sur ce plateau, William Jacquillard, bonjour. Vous êtes conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, élu référent de Charente. Vous vous occupez particulièrement du dossier ferroviaire à la région. Nous avions également invité Bruno Belin, président du conseil départemental de la Vienne, mais il n'a pas souhaité débattre avec vous, Nicolas Turquois. Première question à chacun, ressentez-vous cette grogne dans vos territoires et comme j'imagine que oui, comment elle se manifeste concrètement? Gérard Epoulet. Alors pour nous, elle se ressent à différents niveaux. Il y a tous les événements sociaux récents autour de la CSG, principalement nous, de ce qui nous concerne au quotidien, c'est la baisse des dotations. Mais je dirais que c'est pas le précédent, c'est pas ce gouvernement-là, c'est le précédent aussi qui avait entamé, qui nous ampute quand même dans des proportions assez conséquentes. On va en parler, bien sûr. Voilà, c'est donc sans insister pour l'instant. Donc ça fait partie de la grogne parce que quelque part, c'est ce qui obère nos capacités d'investissement, de fonctionnement dans nos communes. Et nous, petites communes, c'est d'autant plus difficile parce que tous nos postes sont forcément réduits et réduire encore un peu plus, c'est encore plus difficile. Donc les marges de manœuvre sont effectivement beaucoup plus restreintes. Donc ça, c'est ce qu'on peut ressentir nous. Après, en termes de population, évidemment, tout le monde ne le voit pas au même niveau. Mais pour avoir vu et participé à la manifestation de la semaine dernière, on voit bien qu'il y a un mécontentement quelque part entre le message initial et la pratique. Alors c'est vrai que quand on met un bulletin dans l'urne, on ne voit pas forcément toutes les conséquences. Des gens y vont par une seule porte d'entrée, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui interviennent par la suite. Et aujourd'hui, on les découvre. William Jacquillard, en Charente. Oui, bien sûr, la grogne rurale, mais je ne sais pas si j'emploierais ce qualificatif parce que, bien évidemment, dans les territoires sur lesquels je rencontre énormément d'élus, mais aussi de citoyens, de personnes en charge d'associations, en tous les cas, qui essaient de dynamiser leur territoire. C'est vrai que les territoires ruraux sont constamment dans la construction de dynamiques pour, ne pas laisser abandonner ou en tous les cas attirer le regard des élus, quelle que soit la collectivité qui a intérêt à avoir des politiques extrêmement solidaires avec ces territoires. Mais je dirais que la grogne, elle est surtout sociale. Selon les catégories effectivement sociales que l'on peut rencontrer en zone rurale, mais aussi dans le périurbain comme dans l'urbain, on voit bien que là, on a une population qui a des difficultés, qui sur le logement, qui sur la mobilité, qui tout simplement pour vivre au quotidien, ou l'éloignement des services publics, qui est peut-être plus la problématique rurale. Nicolas Turquois. Même si on est député de la majorité présidentielle, j'imagine que vous avez chez vous, dans votre territoire, dans le Nord-Vienne, des gens qui viennent vous dire qu'ils ne sont pas contents par rapport à la ruralité, à la zone rurale. Clairement, par rapport à 2017, l'année de l'élection, on sent qu'il y a un peu plus de tension, de crispation. Voire de déception. D'attente. Il y a eu, comme l'a dit monsieur le maire, il y a eu sur la CSG un certain nombre de retraités qui sont venus, sur les 80 km/h, on est régulièrement interpellés. Qu'on sente une tension, oui. Qu'on sente quelque chose qui soit de l'ordre de la violence ou d'une expression dure, non, je peux pas dire. Il y a eu effectivement... C'est pour ça qu'on dit grogne, pas la fronde pour le moment, mais oui, la voilà, grogne. C'est plutôt une grogne. Alors après, avec des difficultés spécifique. Ici, une école qui ferme ou une classe qui ferme. Là, les grosses difficultés, vous en avez entendu parler sur l'hôpital Nord-Vienne, avec des vraies interrogations, avec un hôpital qui est en grande difficulté. Voilà, des sujets spécifiques qui se regroupent. Il y a les avocats, il y a un certain nombre de choses et de réformes qui se mettent en œuvre et donc qui gênent nos entournures. Mais c'est pas une fronde, c'est une forme de tension. Alors on va bien sûr décliner tous ces problèmes majeurs qui se posent dans nos campagnes. Mais avant cela, je vous propose d'écouter ou de réécouter les propos qu'un candidat à l'élection présidentielle, un certain Emmanuel Macron, tenait il y a un an. C'était à Ussat, dans la Vienne. C'est un projet qui
va consister à développer fortement la fibre et la téléphonie mobile sur les territoires dans les 18 mois qui suivent l'élection, à traiter du problème des déserts médicaux en doublant le nombre de maisons de santé, à répondre au problème de l'école en maintenant les écoles dans la ruralité qui existent aujourd'hui, en recréant d'ailleurs les travaux dirigés et plus d'heures de cours. C'est un projet qui va conduire aussi à développer une vraie mobilité dans la ruralité. Gérard Epoulet, je vous vois sourire. Est-ce que ces promesses de campagne se sont concrétisées sur le terrain en un an? Je ne serais pas aussi sévère que ça, parce que toute équipe nouvelle qui arrive, surtout si elle n'est pas sur un... Donc je modérerai mon propos dans un premier temps. Il faut que les gens prennent leur cal. Ça me paraît un peu logique. Bon, après, entre le discours très... Moi, j'entends très bien que les gens aient pu croire à un certain nombre de choses. Après, il y a la dure réalité des choses. Et là... moi, je distingue toujours les petites choses des grandes choses. C'est-à-dire qu'effectivement, chacun peut, pour un petit point, se sentir satisfait ou se sentir déçu. Globalement, on voit bien quand même que la logique est purement capitaliste, pour prendre des termes qui me sont un petit peu chers. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, très rapidement, on a accordé 4 à 5 milliards de rabais sur les gens qui étaient assujettis à l'ISF. Et par contre, les retours pour les petits sont quand même espacés dans le temps, d'ailleurs pas forcément toujours compréhensibles. Donc il y a toutes ces démarches, il y a ce grand discours, dire plus d'écoles, etc. C'est les moyens qu'on met en face. Quand vous dites les petits, est-ce que le monde rural pour vous aujourd'hui est considéré comme un petit par le pouvoir? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'en fait, très honnêtement, on est en train de faire payer aux petits, dans leur généralité, la correction de la dette de l'État. Donc, en fin de compte, ce sont les collectivités. Et puis chacun à son tour, parce qu'en fait, on réduit les régions, on réduit les départements qui, à chaque fois, en mettent une petite, retirent une couche à la strate du dessous. Et puis nous, on se retrouve en fin de course en tant que collectivité. Puis on voit bien que ça a commencé par la CSG, et c'est pas si anodin que ça, puisque les gens ont vu là d'un seul coup, en début d'année, quelle était la baisse. Justement, sur la CSG, Nicolas Turquois, concernant la suppression progressive, d'abord de la taxe d'habitation, on parle de celle-ci sur 3 ans pour 80% des ménages français. Est-ce que l'on sait aujourd'hui comment elle sera compensée? Parce que c'est un des grands sujets d'inquiétude aujourd'hui, j'imagine, des maires comme vous, monsieur Epoulet. Et sera compensé à l'euro près. Et il y aura même une base dynamique, c'est-à-dire que s'il y a des nouvelles constructions qui se font sur la commune de monsieur le maire, eh bien, donc les nouvelles bases, qu'on appelle les bases fiscales, il y aura une compensation. La seule chose qui ne sera pas compensée, c'est si l'équipe municipale, les équipes municipales en général, décident d'augmenter les taux. Là, il n'y aura pas ça sera, entre guillemets, à la municipalité de le vendre auprès de sa population et de l'expliquer. Mais sur la base actuelle de ce qui a été perçu comme taxe d'habitation en 2017, il y aura une compensation à l'euro près. Et si il y a des nouveaux habitants, donc du nouveau potentiel fiscal, alors l'État le compensera. Compensation qui vient d'où, non seulement ça sera 80%, est-ce que l'on sait aujourd'hui la compensation d'où on parle aujourd'hui, j'ai vu qu'une étude, il y a une mission qui travaille sur ce dossier, auditionnée le 21 mars par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Le sénateur Alain Richard a annoncé que son rapport, qui sera rendu en mai au gouvernement, présentera, entre autres pistes de travail, la création d'un impôt local citoyen. Est-ce qu'on va remplacer un ancien impôt par un nouvel impôt ? Pour l'instant, ce n'est pas du tout l'objectif. L'idée, c'est que cette taxe d'habitation, depuis 1970, les bases n'ont pas été revenues. Elle était devenue très inéquitable et sur le territoire national, entre des immeubles de rapport parisiens où on payait peu et finalement nos communes où des fois il y a des gens qui payent 800, 1000, 1200 euros de taxe d'habitation. Et même à l'intérieur de nos communes, entre des gens qui déclaraient leurs travaux, la base fiscale et ceux qui ne le faisaient pas, il y avait une inégalité. Donc, on va supprimer, et non pas pour 80%, mais pour la totalité, sur le mandat. Après, il faut le temps pour l'État de le financer. C'est pour ça que ça se fait par approche successive, par tiers. Pour information, Gérard Epoulet, est-ce que vous savez, dans votre commune, combien de personnes vont être exemptées de cette taxe d'habitation ? Alors en fait, aujourd'hui, on ne le sait pas. Et donc, on se doit de voter nos... C'est fait depuis mardi dernier, on se doit de voter nos taux avant le 15 avril. Donc... on y est allé un peu à l'aveuglette. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez augmenter, vous, le taux sur les 20% restants ? Nous sommes partis du principe que valait mieux des augmentations régulières de petits niveaux, de façon à éviter la douche froide. D'ailleurs, c'est ce que fait le département des Deux-Sèvres, où ça augmente sur la part de taxe d'habitation. Qu'on comprenne bien, pardon. Vous faites quoi avec la taxe d'habitation ? Vous, en tant que maire, qu'est-ce que ça vous permet de financer ?
C'est pas identifié sur les dotations qui rentrent, la taxe d'habitation, la taxe foncière. C'est un global, c'est ce qui concourt à notre budget. Et de là, on le divise bien sûr en deux, puisqu'il y a la partie fonctionnement et la partie investissement. La partie fonctionnement, c'est bien sûr les charges de personnel. Nous, on a la particularité d'avoir 13 agents qui sont tous sous statut. Il n'y a pas de précaires. C'est pas des temps complets, mais ce ne sont pas des précaires, contrairement à d'autres situations. Et ensuite, il y a tout le fonctionnement de nos infrastructures, bâtiments, etc., nos matériels, nos agents. Puis après, il y a la part d'investissement. Ce n'est pas identifié en tant que tel. William Jacquillard, vous, en tant qu'élu régional, comment vous voyez ce problème de taxation, de taxes, de rentrée d'argent? Écoutez, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais quand même, j'ai du mal à m'y retrouver. Ma question, c'est en fait, est-ce que vous redoutez que ça revienne vers vous à un moment donné Mais tout revient vers... On va en parler pour le transport ferroviaire. Ça a très bien été dit par mon voisin. Tout revient ou rejaillit sur la collectivité au-dessus ou en dessous. En tous les cas, on est en train de faire, en train d'assister à des tours de passe-passe. Alors, on augmente la CSG, mais les fonctionnaires et les retraités ne verront pas leur cotisation sociale baisser. Donc, de toute façon, pour des revenus quand même peu importants chez un fonctionnaire ou un retraité, c'est des pertes de 350, 400 euros par personne par an. On dit oui, mais la taxe d'habitation sera supprimée, mais on ne sait pas trop finalement chez qui et comment. En tous les cas, moi je ne vois pas, avec cette fiscalité qui s'annonce, qui est brassée un peu comme ça dans un pot magique où on nous dit que finalement les Français vont y gagner, je ne vois pas comment les territoires ruraux, puisque c'est notre sujet, vont avoir plus de services publics demain, vont accéder plus facilement à un certain nombre de besoins fondamentaux, comme la santé ou l'éducation. Voilà. Il faut reprendre la politique dans son ensemble. On est sur un État qui est extrêmement endetté. Et donc, la politique de ces 20 dernières années, c'était pour chaque secteur qui n'allait pas, essayer d'obtenir davantage de financement, davantage de fonctionnement. On remet les choses à plat. Sur chacun des secteurs, on analyse et on refait une politique nouvelle. Par exemple, sur les territoires, dès le mois de mai vont être communiqués les 600 premiers sites où il va y avoir des pylônes pour la téléphonie. C'est une vraie demande en milieu rural. Il y a des gens qui veulent travailler en milieu rural, mais si vous n'avez pas Internet et le téléphone mobile, vous pouvez pas travailler à distance. Donc un vrai programme et 5000 pylônes par opérateur d'ici 3 ans. C'est un engagement des opérateurs. En contrepartie de quoi on ne va pas leur demander de financer les bandes passantes, les bandes hertziennes. Voilà un exemple. Pareil sur les maisons médicales. Si on veut attirer des médecins, maintenant ils veulent travailler en équipe. Donc il y a le temps de court terme, qui est le financement, et le temps de moyen terme, qui est la construction d'une politique. Et donc, on ne va pas, en un an de temps, avoir solutionné les problèmes qui ont 20, 30 ou 40 ans de retard. Allez, rapidement la réponse, on passe après sur le ferroviaire. Ça j'entends, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qu'il faudrait, c'est de la lisibilité. Or, aujourd'hui, on ne sait pas de combien on va être compensé. Et vous savez bien que le terme... Du même montant, d'accord, que à la baisse. Mais à l'instant T, c'est-à-dire qu'il n'évoluera pas. C'est-à-dire qu'en fait, on va nous amener à un processus comme si les communes n'avaient plus la maîtrise. Ce qui est quand même grave, puisque ça fait partie de la souveraineté quand même du pouvoir des communes de voter son budget. Et concernant les bilans, moi j'entends, vous avez raison, mais je vais vous citer un exemple qui est l'exemple de ma commune. Nous avons une fibre optique qui passe le long d'une 3 voies, la route de Parthenay que vous connaissez sûrement, qui appartient à EDF, qui ne sert qu'à l'utilisation et par sa filiale, ils peuvent sous-louer. Orange ne veut pas travailler sur un matériel qui ne lui appartient pas. Ce qui veut dire que demain, vous avez un autre opérateur de l'autre côté de la route qui va monter une autre fibre. Ça fait partie des choses. J'entends qu'il y a un bilan de fait. Mais le bilan, il devrait être fait complètement... Enfin, avant d'agir, on fait le bilan, on met les choses à plat et on voit où on peut agir. Allez, autre grosse inquiétude dans le monde rural. Oui, j'aurais juste rajouté quand même sur le schéma fibre où la région met 245 millions d'euros sur les 5 ans, accompagné en cela par les départements et des intercommunalités. Même chose sur les maisons de santé. Regardez franchement qui met de l'argent aujourd'hui dans les maisons de santé ou dans tout ce qui est la fibre pour qu'effectivement le plan numérique jusqu'à la prise jusqu'à la maison individuelle dans les territoires ruraux les plus reculés soit assurée d'ici 2022. Regardez qui finance quoi. Autre grosse inquiétude, je vous le disais, dans le monde rural, elle provient du rapport Spinetta sur l'avenir du ferroviaire. C'est surtout l'avenir des petites lignes qui inquiète. Si l'État semble avoir reculé sur l'hypothèse de la fermeture de ces lignes dites non rentables, ce problème devrait être désormais, logiquement, celui des régions. William Jacquillard, est-ce que c'est le scénario vers lequel on se dirige ?
Non, pas du tout. La volonté. Ça ne va pas être les régions qui vont devoir s'occuper maintenant des petites lignes. Écoutez, les C'est régions. pas en tout cas votre souci. Excusez-moi, mais les régions financent déjà hors compétences la plupart des infrastructures ferroviaires. Elles interviennent ces derniers mois, j'allais dire, en lieu et place de l'État et de SNCF Réseau, qui se désengagent d'un certain nombre de contractualisations qui visent à remettre en état des infrastructures. C'est le cas de Saint-Heure-Royan, c'était le cas entre Limoges et Poitiers. On va en parler. Bon, voilà. Ou Angoulême-Limoges. Enfin, on a 7 lignes, 7 infrastructures aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine qui sont à la veille, effectivement, d'être... Alors, je ne veux pas dire définitivement fermées parce qu'elles sont suspendues aujourd'hui par la SNCF. Non, je précise, oui. Elles sont suspendues du jour au lendemain, sans aviser, y compris la région. Les circulations sont stoppées. Pourquoi ? Parce que la région refuse aujourd'hui de continuer à mettre des millions d'euros sur la table parce qu'elle ne peut plus le faire. Et la région qui a adressé une carte, vous allez la voir, cette carte des lignes ferroviaires effectivement menacées en Nouvelle-Aquitaine. Parmi elles, la ligne Angoulême-Limoges qui pose de plus en plus de problèmes de vétusté. On en parle juste après ce reportage diffusé le 15 mars sur notre antenne. Des bus pour remplacer les trains entre Angoulême et Limoges. La cause, selon la SNCF, un problème de géométrie des voies qui nécessite de lourds travaux. La région Nouvelle-Aquitaine, qui a la compétence sur les TER, exprime son amertume par la voix de son président. Les travaux n'ont pas été faits. Et puis je pense peut-être que vu de Paris, on s'est dit, étant donné qu'on fait la 2 fois 2 voies entre Limoges et Angoulême, on fermera à ce moment-là le chemin de fer. Pour Alain Rousset, la ligne doit être entièrement refaite. Et pour le financement, il a son idée. On aurait par exemple la possibilité de mettre une taxe pour ce flot interminable de 9300 camions qui traversent toute la région chaque jour, qui polluent. C'est la partie la plus polluée de la région, l'ancienne Nationale 10. Je veux dire, mettre une vignette à faible coût, ça ne poserait aucun problème. Pour financer le ferroviaire ? Ben oui. C'est ce qui se passe en Suisse, c'est ce qui se passe en Autriche, c'est ce qui se passe partout ailleurs. La région vient de demander un plan de financement au ministère des Transports, 1 milliard d'euros sur 10 ans pour remettre en état les lignes secondaires, dont 600 millions le plus vite possible, pour éviter que des lignes comme Angoulême-Limoges ne viennent à disparaître. Nicolas Turquois, comment fait-on lorsqu'on est député de la majorité pour expliquer à ses concitoyens que voilà, telle ligne n'est pas rentable, donc on va franchement plus vouloir s'en occuper et plus la financer, c'est ce qui se dessine grosso modo. Mais votre reportage illustre la nécessité absolue de réformer la SNCF. On est à 50 milliards de dettes, c'est tous les ans ces 3 milliards de plus qui viennent s'ajouter. Le modèle actuel, et les lignes sont dans un état pitoyable. À un moment donné, il va y avoir le même accident qui a pu y avoir lieu il y a quelques années du côté d'Orléans, parce que il y a un programme d'investissement, il y a le fret, il faut que tous les petits réseaux, c'est beaucoup, les réseaux capillaires, c'était beaucoup le fret, c'était les wagons de blé de certaines... Il y a eu un non-investissement pendant 30 ans. On est, je ne sais plus, à quelques milliards en France, là où l'Allemagne, sur un schéma équivalent, en a 10 de plus. Donc il faut remettre le système à plat pour savoir ce qu'on fait, et ce qu'on fait, on le fait bien. Donc à un moment donné, il faut se poser, il faut tout mettre sur la table, il faut discuter, et ne pas avoir peur, comme un certain nombre de syndicats, d'avoir peur d'en discuter. On n'est pas en train de dire on va supprimer votre statut, on va supprimer vos conditions de travail. Il faut mettre tout sur la table. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Même les lignes LGV, parfois, j'en suis témoin, même les lignes LGV, des fois on a des gros retards pour des détails qui semblent assez incroyables. La région n'acceptera pas de fermeture de lignes. Le président Rousset s'y est engagé au début de ce nouveau mandat. Il n'y aura pas de fermeture de lignes. Alors on a les moyens financiers ? Les moyens financiers ne doivent pas venir que de la région. Il y a à revoir la fiscalité qui peut permettre aujourd'hui d'avoir un transport moderne dans tous les territoires et mettre l'ensemble des usagers et des populations à égalité d'accès. Donc une vignette poids lourd. Vignette, par exemple. Mais regardons aussi la TICPE. Comment elle est répartie. Plus de la produits pétroliers. Voilà. Cette taxe sur les produits pétroliers, dont les routiers marchandises sont exonérés, va pour plus de la moitié dans les caisses de l'État, sans savoir où elle se destine.
elle n'est pas forcément utilisée pour le transport. La vignette dont parle le président Alain Rousset, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut étudier, mais il y a urgence. Mais il y a urgence. Donc, dans un premier temps, comment trouver des moyens autrement que regarder d'un petit peu plus près comment cette répartition de la richesse nationale pourrait être priorisée sur un certain nombre d'infrastructures. Alors justement, vous avez un député de la majorité présidentielle en face à vous, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Et je voudrais dire que, puisque vous comparez avec l'Allemagne, la différence entre le chemin de fer français et celui d'Allemagne, c'est que l'Allemagne, le gouvernement allemand, a racheté la dette de la Deutsche Bahn quand ils ont redéployé un réseau à la fois secondaire et national. Ce qui fait qu'on n'est pas à égalité face à la Deutsche Bahn. Et la Deutsche Bahn, aujourd'hui, investit en Europe et dans d'autres pays, mais effectivement, elle n'a pas cette dette. Non, mais le problème... Réponse de Nicolas Turpin. Clairement, à un moment donné, l'État va reprendre sa part de responsabilité sur la dette. Mais c'est pas la reprendre pour qu'on recommence à la reconstituer. Donc il faut changer le modèle. Vous avez raison sur une forme de financement des poids lourds. Bon, le problème de la TICPE, c'est qu'ils prennent du fuel à l'extérieur de frontières et ils ne participent pas de ce fait-là au financement. Donc juste, messieurs, une histoire de taxe. Juste pour que nos téléspectateurs comprennent simplement, eux qui habitent dans les zones rurales, qui sont desservies par des petites gares, est-ce que demain, ils vont pouvoir prendre leur TER? C'est la question que je vous pose aujourd'hui, c'est ça la question. C'est ce que nous voulons prioriser. C'est ce que nous voulons prioriser. C'est pourquoi la région et le président Alain Rousset a déposé sur la table de la ministre, parce qu'on ne découvre pas les choses. Vous parlez d'Angoulême-Limoges. Il y a plus de 20 ans que l'on sait que cette infrastructure se dégrade au quotidien et que de toute façon on allait arriver à cet horizon. Voilà. Ce qui se passe, je conclus sur le train très rapidement. Ce plan rail, pourquoi il est demandé par le président Alain Rousset? Parce que la région Nouvelle-Aquitaine, un peu d'ailleurs comme l'Occitanie, font partie des régions qui ont été les moins accompagnées par SNCF Réseau et par l'État sur ces 10 dernières années. Nous avons 30%, j'allais dire, de moins d'handicap d'entretien des infrastructures par rapport aux autres. Allez. Donc, il faut rattraper les choses. Après le train, la route, plusieurs élus, dont Bruno Belin d'ailleurs, ont manifesté le 24 janvier dernier en bloquant la RN 147. Ils demandent le doublement des voies, mais Didier Lallement, le préfet de région, répond que ce n'est pas une priorité de l'État et qu'il ne faut pas compter davantage que ce que prévoit le plan État-région. Nicolas Turquois, est-ce que vous comprenez la colère des présidents des départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Haute-Vienne? Alors, je la comprends d'autant mieux qu'hier était organisée au Sénat, à l'initiative d'un des sénateurs des Deux-Sèvres, Philippe Mouillet, une réunion avec les élus de Deux-Sèvres, de Vienne et de Haute-Vienne. Et ça donnait quoi cette réunion alors, concrètement? Qui a maintenant un engagement de l'ensemble de ces élus plutôt pour une option de doublement des voies, parce qu'il y avait, à un moment donné, avait été remis sur la table une autoroute concédée. Si on part sur un projet d'autoroute concédée, on va repartir sur 10 ans d'études et autres, ce qui va donner à l'État encore des raisons de repousser les choses. Il faut une politique de petits pas. Tous les élus, les grands élus, les agglos concernés semblent d'accord. Donc, on va pousser pour que dans le prochain contrat de plan État-région, il y ait des engagements qui soient pris là-dessus. Donc là, il y avait hier ces élus qui s'exprimaient, qui se réunissaient, toutes tendances politiques confondues. Il y a une vraie alignement des planètes sur le sujet. J'espère qu'on va avancer. Et là, ça dépasse les clivages politiques. Tous. Un mot sur la volonté du Premier ministre de faire passer la vitesse maximale de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires. Gérard Époulet, est-ce que c'est la réforme de trop pour le monde rural? Après, moi, très honnêtement, je n'ai pas cette sensibilité-là, parce que 80-90, il suffit de regarder les chiffres de mortalité. Je crois que c'est parmi les cyclistes qui représentent 2%, enfin les motocyclistes qui représentent 2% du trafic, et c'est là où il y a 23% de morts. Donc c'est pas trop sur ce dossier-là. Je pense pas que ce soit ça. Après, ça chagrine tout le monde. La différence de ce qu'on peut y voir, si on est un peu trop, disons, taquin, c'est qu'en réalité, à 80, on chopera un peu plus de gens avec les radars. Donc si c'est ça, c'est très honnêtement, c'est très mesquin. Et je vois pas ce que, par contre, où sont les politiques de prévention, où sont les politiques de pédagogie, d'enseignement vis-à-vis des jeunes, etc. Et là, on ne le voit pas. Enfin, tant qu'il n'y a pas cet aspect-là, spéciale sur ce dossier-là dans quelques semaines. On passe au dossier des fermetures d'écoles en zone rurale. Il y en aura 250 environ d'ici la rentrée prochaine afin de pouvoir dédoubler les classes en zone prioritaire dans les villes. Une trahison d'Emmanuel Macron pour la droite française. Bref, la pilule ne passe pas. Est-ce que ça aussi, vous le comprenez?
Là, c'est pas si on regarde rien que les chiffres de la Vienne, je connais pas les chiffres des Deux-Sèvres, je connais pas les chiffres de Charente. Il y a eu des fermetures, effectivement, en milieu rural, parce que quand vous avez une école où il y a plus que 12 élèves, ça n'a pas de sens ni pour les élèves, ni pour l'organisation. Donc il va falloir faire des déplacements plus longs pour les élèves. Une école où vous avez 12 élèves qui vont du CP au CM2, vous avez des enfants qui arrivent en 6e, qui arrivent en 6e dans des collèges où il y a 300, 400 ou 500 enfants, ils se sentent vraiment perdus. Il y a un moment donné, il faut un nombre minimal, une classe, une école qui est 80, 100 élèves, ça peut avoir du sens. Une classe, c'est 22, 23 élèves, j'ai cru comprendre. Ça va de 22 à 27 ouais. en général. Voilà, donc il y a des mouvements, il y a eu des ouvertures de classes, y compris en milieu rural. Il y a eu des dédoublements dans des zones. Voilà, c'est quelque chose qui est dynamique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Vienne, pour le département que je connais, en 2 ans de temps, a perdu 900 élèves. On est sur des années qui sont beaucoup plus creuses. N'empêche, Emmanuel Macron avait dit qu'il ne fermerait pas de classe en zone rurale. Gérard Époulet, vous, en 2015, vous avez eu une classe en moins dans votre école, qui est passée de 6 à 5 classes. Ouais. Comment ça se ressent, ça C'est très compliqué parce qu'à partir du moment où on réduit le nombre de classes, le nombre d'enseignants, forcément, on va grossir les autres effectifs. Donc, on va dégrader l'enseignement qui va être accordé. Et puis, il y a surtout une mécanique qui n'est pas très facile à assimiler, c'est qu'en réalité, on perd plus facilement une classe qu'on la regagne. Il suffit qu'on ait un trou démographique dans sa population, ce qui peut arriver, un lotissement qui s'est monté, etc. Et puis, pour remonter après, donc en fait, ce sont vos effectifs, et on s'est retrouvé dans notre classe de petite section à 32 élèves. Donc après, c'est qui met les moyens? C'est la commune, parce qu'il faut des ATSEM, parce que l'enseignante, surtout chez les petits bibots, ça passe pas comme ça. Il faut qu'il y ait de l'accompagnement. Donc c'est forcément très compliqué. Je crois que l'idéal, c'est d'avoir 20 gamins. Alors j'entends, à 12, c'est certainement plus compliqué. Je ne veux pas critiquer les communes qui sont dans cette situation. Il nous reste moins d'1 minute pour conclure. Oui. Est-ce que Emmanuel Macron, au final, c'est comme le dit beaucoup de gens à droite, le président des grandes villes face au détriment des campagnes, des zones rurales? William Jacquillard. C'est pire que ça, je pense. Enfin, en tous les cas, c'est pas aussi simple. Aujourd'hui, on a effectivement un gouvernement qui annonce un certain nombre de mesures pour, soi-disant, entre guillemets, améliorer le quotidien des Français. Mais l'on voit que, quel que soit le sujet, en fait, on dégrade les choses. On dégrade les choses. Prendre dans les zones rurales un certain nombre de moyens pour les attribuer dans des zones qui, effectivement, de toute façon, ont besoin de cela. C'est pas comme ça qu'on... Donc il y a beaucoup de travail encore à faire. Si j'ai bien compris, on conclut ces termes, on n'a plus le temps, je suis désolé. Vous avez du travail pour le transport des écoliers, je peux vous dire que... On fera d'autres émissions pour cela. On n'a pas le temps, je suis désolé. Merci en tout cas. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Pas de Dimanche en politique la semaine prochaine pour cause de Paris-Roubaix. On se retrouve donc dans 2 semaines. Excellent dimanche à toutes et à tous.